Bienvenue, c'est Parlons Gouvernance avec le consultant politique Agapit Napoléon Maforican. Bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour à toutes celles qui nous suivent depuis nos différentes plateformes. Merci de nous préférer, mesdames et messieurs. Ce matin, nous allons nous pencher, bien évidemment, sur le rapport de Amnesty International, un rapport qui vient en quelque sorte remettre en cause l'avancée de la protection des droits de l'homme qui a valu à la CBDH l'obtention de l'accréditation du statut A. Agapit, comment peut-on expliquer cette opposition de perspective? Bon, j'aurais pu vous retourner la question pour savoir, mais concrètement, vous l'avez senti quelque chose de particulier? Évidemment. Dans votre manière d'aller, de venir, de parler, de dormir chez vous, de manger, de vous déplacer. Quelque chose a changé dans votre liberté? Vous ne parlez que de moi, je ne suis qu'un individu, moi. On parle de façon générale. Le pays n'est pas sous l'état d'urgence, que je sache. Le pays n'est pas en guerre. On vient de finir de belles élections. Alors finalement, la situation au niveau social est meilleure en cette fin de premier trimestre qu'il y a un an. Alors concrètement, quand on fait le point, je me dis non, il n'y a pas d'opposition. Il y a plutôt des indices. Il y a plutôt d'un côté un État avec sa structure de gestion des droits de l'homme qui a donné progressivement les preuves que le pays répond aux exigences mondiales, aux standards mondiaux en matière de protection des droits humains. Ça, c'est à part. De l'autre côté, il y a une ONG internationale qui a l'habitude de sortir des rapports, une ONG de veille et d'alerte, mais qui doit aussi défendre sa baraque. Si Amnesty International dit que tout fonctionne, ça veut dire que bon, il n'a plus de travail. Donc il trouve toujours, c'est de bonne guerre. Il faut lire le rapport avec les yeux de sagesse, comme on dit chez nous. Il faut l'œil du sage. Et sans aucune prétention, je m'excuse bien, mais je ne me dis pas sage. Mais je peux être prétentieux d'être intellectuel. Ça, je l'assume, j'en suis. N'en déplaise à ceux qui s'égarent sur les réseaux sociaux. Mais moi, j'en suis. Et puisque je suis intellectuel, je lis pas de la même manière que monsieur tout le monde. Vous avez lu la restriction de la liberté d'expression? J'ai lu. Vous avez lu la réunion pacifique aux arrestations arbitraires? J'ai tout lu, Mathieu Lecorre. Voilà. Je vous ai dit que s'il trouve que tout va bien, il va chômer. Il faut qu'il défende le baraque. Et donc, moi j'ai lu, quand je prends ce type de rapport, je lis d'abord les perspectives générales. C'est-à-dire que la tendance générale. J'ai lu la tendance mondiale générale. J'ai lu la tendance Afrique. Nous ne sommes pas dans ça. Les tendances négatives, le Bénin n'est pas dans ça. Les tendances positives, ils ne nous ont pas citées. Ça veut dire quoi? Pour parler comme les indices financiers, nous avons une perspective stable. C'est-à-dire que c'est on dira droit de l'homme au Bénin, l'autre temps positif, perspective stable. C'est-à-dire, c'est pas meilleur. On peut mieux faire. On peut beaucoup mieux faire. Dans les cas que vous citez, on peut beaucoup mieux faire. Mais on est de loin en avant, de loin que d'autres pays. Parce qu'on fait beaucoup mieux. Et c'est ça qui a valu justement à la Commission béninoise des droits de l'homme d'être là où il est. Ça ne veut pas dire que c'est fini. Ça ne veut pas dire que c'est fini. La Commission béninoise des droits de l'homme, quand elle va sortir son rapport, va également faire comme Amnesty. Va trouver que l'État fait ci, qu'il y a eu des cas ici, qu'il y a eu des cas là. Les droits de l'homme, c'est une dynamique. C'est pas mathématique, 1 + 1 = 2. Il y a parfois collusion de droits. Il y a conflit de droits. Entre les droits individuels, votre droit à dormir dans un environnement sain et le droit de l'autre à prier, à exercer la religion de son choix, qui fait que à 5 heures, en période de carême, le muezzin appelle les gens, les fidèles à la prière. On est dans les deux cas dans l'expression des droits. Alors, en interdisant aux musulmans d'utiliser l'entonnoir pour pouvoir alerter au nom du droit de l'autre à dormir, on a quelque part restreint des droits aux musulmans, donc d'utiliser des canaux d'alerte des fidèles, par exemple. Mais au nom de la régulation communautaire, l'État peut le faire et l'État le fait. Et à chaque fois quand l'État agit, on trouve à dire que le droit de l'homme est en danger. Donc, il faut regarder, lisez bien ce qu'on reproche au Bénin et dites quelles mesures du genre a été prise réellement en 2020, fin 2021-2022. Ils ont parlé donc des droits de grève qui ont été enlevés à certains corps. Et je dis, même là, c'est la régulation. Personne n'est né avec le droit de grève. En matière de négociation, en matière de défense des droits, de ses propres droits, la grève, c'est une violence. Faites sur l'autre. La grève ne peut pas être le premier droit qu'on reconnaît aux gens. Donc, écarter la grève, c'est humaniser les négociations, c'est humaniser les rapports
entre deux parties. C'est appeler les parties à utiliser d'autres canaux. Donc, les classer dans les droits en danger, c'est négatif. Par exemple, parce que la grève empêche que des services soient rendus à des communautés, à des groupes. Et ça encore, leur droit a été mis en danger. Donc, c'est pour vous dire quoi? Que c'est une question d'imbrication. Et quel que soit là où vous vous positionnez, on parlera toujours de droits en danger parce qu'on verra que le verre est à moitié vide, toujours parce que des droits sont sacrifiés pour que d'autres soient promus. Agapit, Amnesty voit quand même que l'État n'est pas partout. Il a pris par exemple le cas de l'accident de Dassa. Il dit qu'il a fallu qu'un accident soit soldé par la mort de plusieurs passagers calcinés à Dassa avant que des unités de sapeurs-pompiers ne soient équipées dans d'autres zones. C'est possible. Ça doit prendre acte de ça et faire beaucoup mieux. Mais je dirais comme un peu le ministre français de la Sécurité, que l'État, quel que soit ce que l'État fera, il n'y aura pas de sapeurs-pompiers à chaque 100 mètres. Et lorsqu'il y aura des chauffeurs, des conducteurs indélicats, ce qui s'est passé à Dassa, peut se passer partout. Même le sapeur-pompier à Boîte là, ce feu-là ne peut pas être, même si on éteint le feu, on ne peut rien récupérer. C'est-à-dire que je suis d'accord avec l'analyse. Cela dit, même si il y avait sapeurs-pompiers, personne ne peut s'attendre à un tel feu. Et même si le sapeur-pompier intervenait en éteignant le feu, ceux qui étaient dedans là, seraient déjà calcinés. On peut retrouver les corps. Mais il y aurait des dégâts. Il y en a qui vont souffrir encore plus avant de mourir. Que ceux qui sont en bonne santé, très bonne santé, et qui n'ont pas pu être étouffés au départ, peuvent gagner leur vie, évidemment. Mais peut-être que des sapeurs-pompiers laisseraient aussi leur vie. Et même si on a dit, eux, ils ont fait le serment de défendre jusqu'à sacrifice suprême, une mort est une mort, une vie est une vie. Donc, qu'un sapeur-pompier meure ou qu'un passager meure, c'est de la mort qu'il s'agit, c'est la perte pour des parents. Alors, dans l'absolu, je suis d'accord que l'État doit faire beaucoup plus. C'est bien en sécurité publique, en services sociaux, c'est vrai. Au même moment, l'État ne peut pas tout faire. Il faut interpeller parfois les citoyens. Et dans ces rapports, on interpelle très peu les citoyens. Ce qui est un appel à l'irresponsabilité. Il y a un appel à l'irresponsabilité. C'est un rapport qui ne crée pas l'égalité, qui ne crée pas l'équilibre des forces sur le terrain. Donc, lorsqu'on met un panneau de signalisation, vous devez savoir que vous ne devrez pas dépasser une certaine vitesse. En le dépassant, vous devez être verbalisé. Alors donc, ça là, l'État ne peut pas être à chaque kilomètre pour verbaliser un chauffeur indélicat. On fait des doudanes, on fait l'État, il y a les radars, mais même là encore. Donc, l'individu doit aussi être interpellé. Or, dans ces rapports, on ne les voit pas. On interpelle les États. Quand les États interviennent pour faire des mesures de régulation, comme quand l'État est intervenu à Dassa, enfin, dans les collines pour pouvoir empêcher ceux qui voulaient empêcher la présidentielle, quand l'État intervient, on l'attaque pour dire droits de l'homme, mesures disproportionnées. Quand l'État se tait, on trouve également que l'État n'a pas joué son rôle. Donc, c'est de bonne guerre. Les journalistes comme ça, qui sont dans la veille, n'ont pas pour vocation à gouverner, donc ils ont la critique facile, c'est logique, c'est leur devoir, enfin, c'est la mission qu'elles se sont donnée. Moi je pense que bon, ça fait partie de la règle du jeu, il faut des gens pour faire de l'alerte, ils le font, l'État doit pouvoir analyser chaque élément de ce rapport et mieux les exploiter pour rendre encore la situation meilleure. Mais comme je le dis, au Bénin, nous ne souffrons pas de droits de l'homme, nous souffrons de la discipline, on souffre de l'indiscipline des citoyens, on souffre du fait que beaucoup ne travaillent pas. Beaucoup de Béninois ne travaillent pas, ne produisent pas la richesse, mais veulent partager la richesse. On souffre des velléités de se mettre à la place de l'autre et de gouverner alors que vous n'avez pas les moyens, vous n'êtes pas qualifié pour le faire. On souffre de l'indiscipline, on souffre d'absence d'humilité, on souffre de manque de confiance réciproque. Voilà les problèmes. Je ne dirais pas le problème de droits de l'homme aujourd'hui au Bénin. Voilà. Mais on a parlé encore des cas des professeurs et du ministre de la Justice. Oui, comme je le dis toujours, celui qui a quelqu'un en prison ne peut pas baisser la garde. Au même moment, on ne peut pas revenir sur ces cas tout le temps. Tout comme d'ailleurs le code du numérique, je ne sais pas ce qu'il y a de nouveau dedans pour qu'on l'évoque encore cette année. Et ainsi de suite. On est sur la bonne voie. Donc, il faut relier maintenant avec la situation de la Commission des droits de l'homme et la position A dont vous avez parlé pour comprendre qu'il n'y a pas
dysfonctionnement, il n'y a pas de dichotomie, il n'y a pas de contradiction, il y a complémentarité. D'accord. La responsabilité des citoyens est aussi appelée, mais quelle marge pour l'État, justement, pour finir? Oui, c'est ce que je dis. C'est-à-dire qu'il faudrait que, justement, que les citoyens soient éduqués, instruits à jouer leur rôle. C'est ça, le civisme, le patriotisme. C'est ça, normalement. Comme m'a enseigné, moi, quand j'étais écolier, et qui m'a beaucoup marqué, parce que qui m'a donné l'amour de la patrie. De la patrie. Moi, j'ai pas eu le temps de la formation militaire patriotique, idéologique. Mais j'avoue que l'éducation qui était, l'éducation civique, et patriotique qu'on avait en classe, en tant qu'école, était de nature à réveiller le citoyen, parce que au sommet de l'État également, vous voyez, il y avait la même émulation. Aujourd'hui, les responsables au sommet, quand on laisse le chef de l'État, quelques ministres, après il y en a qui sont là, qui s'engouffrent dans les couloirs, parce que c'est le pouvoir d'aujourd'hui, on est là. Demain, ils seront dans le pouvoir de demain également. Mais ils ne sortent jamais, vous ne les verrez jamais, mais ils glissent d'un système à un autre, en se faufilant, en se cachant derrière. Ils ne sont jamais d'accord avec rien, mais ils ne disent pas qu'ils ne sont pas d'accord. Parce qu'ils disent, c'est la tendance actuelle, Bandou. Donc c'est ça qu'on dit, c'était bouffé. Alors donc, quand vous êtes dans cette tendance, ça ne peut pas fonctionner. Chacun doit aller à l'abordage, on doit se mouiller. L'État, ce n'est pas que il n'y a pas de gouvernance sans gouverner. Oh, chacun, on a des devoirs. Alors, quels sont nos devoirs vis-à-vis de l'État? Est-ce qu'on l'accomplit? Quels sont nos devoirs vis-à-vis de notre communauté? Est-ce qu'on l'accomplit? Donc, c'est des questions, c'est des interpellations individuelles. Et ça manque dans ce type de rapport. Et ça manque dans tous les rapports. Tout le monde demande à l'État. Tout est parce que c'est là qu'il y a à boire et à manger. C'est là que les gens mettent les moyens. L'interpellation individuelle, il faut qu'on y aille. Pour que les gens sachent que oui, j'ai aussi des devoirs vis-à-vis de la communauté. Parce que j'ai accepté de distraire ma liberté. Parce que j'attends de l'État qu'on vienne ramasser, les débrouillés viennent ramasser les déchets. J'attends de l'État qu'on me donne l'électricité, qu'on me donne l'eau. J'attends de l'État l'instruction pour mes enfants. J'attends de l'État les conditions de sécurité. Je dois lui faciliter la vie. Je dois lui faciliter la tâche. Parce que l'État, c'est qui? C'est vous et moi. Qui sont les chefs? C'est nos parents. Si ce n'est pas vos papas, vos mamans, les miens, mes oncles, c'est le papa et la maman de quelqu'un. C'est l'oncle de quelqu'un. Donc, c'est des Béninois qui sont investis dans ces charges-là. On doit leur faciliter la vie. Donc, quand on me dit droit de l'homme en danger, je dis oui, de tendance générale, parce qu'on particularise l'individu au détriment de la collectivité. Or, le vivre ensemble, c'est beaucoup plus la collectivité que l'individu. Et ça, il faudrait peut-être qu'on trouve le juste milieu. Le juste milieu pour situer chacun et qu'on sache que dans telle situation, l'État ne peut pas faire autre chose que ceci. Et que l'individu doit pouvoir faire ceci ou ceci ou ceci. Voilà ce qu'il faut comprendre. Bon, donc, quelle marge pour l'État? Non, l'État doit continuer à faire sa fonction de régulation. Dans une démocratie libérale, l'État joue le rôle régulateur. Lorsque le peuple de Paris, ou bien certains contestataires, pour les nommer comme ainsi, prend la Bastille, qu'est-ce que l'État fait? L'État ne laisse pas qu'on saccage tout. L'État sort le canon à eau pour les distraire. Alors, on va dire que l'État les a empêchés de manifester. Et si l'État laisse, on va brader, on va toute la cacher. C'est les contribuables français. C'est la même chose ici. Alors, comment faire pour équilibrer? C'est ça, cette troisième voie. C'est la voie du milieu. C'est ça, le juste milieu dont on parle. Et c'est ça que le citoyen aussi doit rechercher. L'État doit faire, mais moi aussi. L'État aussi doit dire, il y a tel domaine. La police, il faut les raisonner pour que les gens n'aient pas leur matraque facile, frapper à tout bout de champ. Mais au même moment qu'on n'agresse pas les policiers, qu'on ne les agresse pas lorsqu'ils sont en fonction, en tant que travail, c'est qu'on a fait, on lance des pieds aux gens, c'est pas normal. Donc, il y a un travail d'éducation à faire, ici ou là. Ce type de rapport doit nous réveiller, pour nous le poser, doit nous réveiller pour que chacun dans la cité joue sa partition.
Merci beaucoup, Agapit Napoléon Mafoïkan. Je rappelle que vous êtes le consultant politique expert en gouvernance électorale. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour Parlons Gouvernance de ce vendredi 31 mars 2023. Retrouvez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales, www.etelebenin.com, notre compte Facebook ETélé en direct, notre compte Twitter ETélé Live, notre compte YouTube ETélé Bénin via notre application iOS et Android ETélé Bénin. ETélé avec vous, pour vous.